Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va voir comment recréer chez soi, avec des objets de tous les jours, certains des phénomènes les plus incroyables de notre planète. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible ça? Tenir une tornade dans un bocal, ou construire un volcan dans sa cuisine, et même créer un fossile en un après-midi? Eh bien, la réponse, et c'est ça qui est génial, c'est oui. Absolument. En fait, toutes ces forces grandioses obéissent à des principes scientifiques assez simples, des principes qu'on peut observer et même reproduire à toute petite échelle. Allez, on commence. Et pour ça, on va regarder juste sous nos pieds. Parce que le sol, les roches, eh bien, ils ont des histoires absolument fascinantes à raconter. Bon, pour faire simple, il y a 3 grands types de roches. Chacune, c'est comme un chapitre de l'histoire de la Terre. Une histoire de 4,8 milliards d'années quand même. D'abord, on a les roches innées, tout droit sorties de la lave refroidie. C'est l'origine volcanique. Ensuite, les sédimentaires. Elles se forment par couches, comme un millefeuille de boue ou de sable. C'est d'ailleurs dans celles-ci qu'on trouve souvent des fossiles. Et enfin, les métamorphiques. Celles-là, elles ont été transformées, cuites et pressées par une chaleur et une pression intenses. Et justement, parlons-en des fossiles. C'est un peu le livre d'histoire de la Terre, non? Ça préserve la forme d'organismes qui vivaient il y a des millions d'années. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'on peut, eh oui, en fabriquer un soi-même. Enfin, une réplique, bien sûr. Alors comment on fait? C'est tout simple. On prend un coquillage et on l'enfonce bien dans de la pâte à modeler. Ça va nous faire le moule. Ensuite, on enlève délicatement le coquillage et on verse du plâtre liquide dans l'empreinte. On laisse sécher et une fois que c'est bien dur, on démoule. Et voilà, on a notre propre fossile. C'est une super façon de visualiser un processus qui, dans la nature, prend des millions d'années. Bon, on a exploré ce qui se passe sous nos pieds. Maintenant, si on levait un peu la tête, on va passer du sol au ciel et voir comment on peut littéralement capturer des phénomènes météo dans un bocal. Les nuages, on les voit tous les jours, on n'y pense pas forcément. Mais concrètement, comment ça se forme un nuage, là-haut dans l'atmosphère? En fait, un nuage, c'est de l'eau, des micro-gouttelettes en suspension. Mais pour se former, ces gouttelettes ont besoin de s'accrocher à quelque chose, à de minuscules particules. Des poussières, par exemple. Et c'est exactement ce qu'on recrée ici. Les grains de sel, ce sont nos poussières. On couvre, on attend un peu, et hop, l'humidité de l'air se condense sur le sel. On a créé un mini-nuage. Ok, on a un nuage, c'est un bon début. Mais maintenant, la question logique, c'est comment on fait pour qu'il pleuve? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Pour avoir de la pluie, il faut un choc de température. Il faut que de l'air chaud et humide rencontre une couche d'air beaucoup plus froide au-dessus. Et c'est pile ce qu'on reproduit dans le bocal. L'eau chaude crée de la vapeur, c'est notre air chaud et humide. L'assiette avec les glaçons, c'est la couche d'air froid. La vapeur monte, elle touche l'assiette froide, se condense et finit par retomber en gouttelettes. C'est de la pluie, en bocal. Bon, on a fait un nuage, on a fait de la pluie. On va encore plus loin? Est-ce qu'on peut recréer un mini-orage? Et la réponse est oui, c'est le principe de l'électricité statique. Quand on frotte l'assiette en alu, on la charge en électricité, exactement comme un nuage d'orage. Et puis, dans une pièce sombre, on approche doucement une fourchette en métal. Et là, zap, une petite étincelle jaillit. C'est une décharge électrique. C'est un éclair en miniature. On peut même entendre un tout petit craquement, comme un mini-tonnerre. Allez, le plat de résistance, le grand final. Après les fossiles et la météo, on s'attaque à un des spectacles les plus puissants et impressionnants de la nature, un volcan. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type d'éruption. Il y en a principalement 2. Et tout, mais alors vraiment tout, dépend d'une seule chose, la consistance du magma. S'il est fluide, la lave coule tranquillement, c'est une éruption effusive. Mais s'il est épais et visqueux, alors là les gaz restent piégés, la pression monte et boum, c'est l'éruption explosive. C'est un peu abstrait cette histoire de viscosité. Alors pour bien comprendre comment ça change tout, on va faire une petite expérience. Avec de la purée de pommes de terre. Oui, de la purée. Imaginez la purée rouge. Au fond, c'est notre magma. La purée nature au-dessus, c'est la croûte terrestre. Quand on chauffe par en dessous, comme la chaleur du noyau de la Terre, le magma rouge se dilate, il devient moins dense et il cherche à remonter. Et on voit bien comment il finit par gonfler et percer la croûte aux points les plus faibles. C'est exactement le mécanisme d'une chambre magmatique. Ok, ça c'était pour la poussée du magma. Mais il y a un autre moteur essentiel, le gaz. Et pour ça, on a l'expérience classique, celle que tout le monde connaît. Le volcan en argile avec du bicarbonate et du vinaigre. La réaction chimique entre les deux produit une tonne de gaz, du dioxyde de carbone. Et ce gaz n'a qu'une envie, sortir. C'est lui qui propulse la lave hors du volcan. Ça illustre parfaitement la puissance de la pression des gaz. Bon, on a joué avec les forces de la nature, mais tous ces éléments, la roche, les minéraux, ce sont aussi les matières premières de presque tout ce qui nous entoure.
En fait, on peut ranger quasiment tous les matériaux fabriqués par l'homme dans 5 grandes familles, et toutes, d'une manière ou d'une autre, tirent leur origine de la Terre. Regardons les 3 premières. Les métaux, bien sûr, ils viennent des minerais qu'on extrait du sol, le fer, le cuivre, l'aluminium. Les plastiques, eux, sont des produits dérivés du pétrole. Et enfin, les céramiques. Là, c'est encore plus direct. L'argile pour faire de la terre cuite, le sable pour faire du verre. Ce sont toutes des transformations de ressources brutes. Et pour finir, on a les matériaux organiques, donc tout ce qui vient du vivant, le bois, la laine, le cuir. Et enfin, une catégorie un peu à part, les composites. Là, l'idée, c'est de mélanger plusieurs matériaux pour en créer un nouveau, avec des propriétés améliorées, comme la fibre de carbone par exemple. Finalement, tout ça nous montre que le monde est un laboratoire géant. Les mêmes lois physiques qui créent un volcan ou un orage sont à l'œuvre dans une simple cuisine. Les principes sont là partout autour de nous. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir la prochaine fois ?